Mon Dieu, que faites-vous ici? Pourquoi dormez-vous dehors? Demanda une voix grave et inquiète. La plus grande des deux filles leva des yeux méfiants. Monsieur, c'est parce que notre belle-mère nous a chassés de la maison. Ma petite sœur et moi n'avions nulle part où aller. Le magnate rentrait chez lui après un voyage d'affaires harassant. Sur le chemin, à la faveur d'un détour inattendu, il vit deux petites filles blotties l'une contre l'autre dans le froid glacial et humide de la nuit normande. Il décida de les ramener chez lui pour quelques jours, un simple acte de compassion, sans se douter une seule seconde que cette décision allait bouleverser sa vie, la transformer et la guérir d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Prenez un moment pour vous détendre, pour vous immerger dans cette histoire émouvante et chaleureuse. Espérons que vous y trouverez de l'inspiration, qu'elle augmentera votre empathie et qu'elle vous donnera enfin la motivation nécessaire pour passer une bonne nuit de sommeil. Et nous commençons. Stéphane Mercier s'adossa profondément dans le cuir souple de son siège de conducteur alors que la berline de luxe quittait silencieusement le parking de l'aéroport. Il expira lentement, un souffle long et fatigué qui embua légèrement la vitre, tentant de dénouer le nœud de tension qui s'était logé entre ses omoplates après 2 semaines de négociations intenses et de nuits trop courtes. Le moment de relâchement fut fugace, une simple seconde suspendue dans le temps, mais ce fut suffisant pour qu'il admette enfin, dans le secret de son esprit, qu'il était bien plus épuisé qu'il ne voulait se l'avouer. Au cours des 4 dernières années, depuis la perte brutale de sa femme, emportée par une urgence médicale foudroyante, il avait méticuleusement masqué sa solitude et son chagrin derrière une façade sérieuse et impénétrable. Les longues nuits où il rentrait dans sa grande maison de campagne, un chef-d'œuvre d'architecture moderne désormais vidé de son âme, où seul le bourdonnement régulier et impersonnel de la climatisation se faisait entendre, l'avait habitué à une existence vigilante et peu sociable. Cependant, à cet instant précis, alors que les lumières d'un village en Normandie s'estompaient dans la nuit froide, il ressentit avec une acuité douloureuse un vide indescriptible, une absence qui pesait plus lourd que n'importe quelle fatigue physique. Le GPS, d'une voix synthétique et neutre, l'avertit que l'autoroute était bloquée à cause d'un accident. L'appareil lui indiqua de faire un détour par une route de campagne qu'il n'avait pas empruntée depuis une éternité. Stéphane tourna le volant avec une précision mécanique, essayant de concentrer son esprit embrumé sur le ruban d'asphalte qui se déroulait devant lui. Mais alors que la voiture glissait le long de rangées de maisons sombres et endormies, avec les lampadaires projetant leur lumière orangée sur de vieux murs de pierre, il sentit soudain une pointe de mémoire familière, une réminiscence qu'il avait tenté d'enfouir profondément depuis son enfance. Sa mère, une femme au cœur immense et aux mains usées, l'emmenait souvent distribuer de la soupe et des couvertures aux sans-abri durant les nuits glaciales d'hiver. Et bien que la ville de son enfance fût un endroit complètement différent, le souvenir des rues gelées, des mains tremblantes qui acceptaient un bol chaud et des yeux pleins d'un espoir fragile dans le regard d'étranger ne s'était jamais vraiment estompé. La voiture s'enfonça plus profondément dans la campagne endormie, et il aperçut quelques silhouettes enroulées dans des couvertures, assises contre un mur pour se protéger d'une pluie fine et pénétrante. Une émotion étrange, presque oubliée, monta en lui. Ce n'était pas de la pitié, non, mais un sentiment de proximité, de connexion avec une réalité qu'il avait autrefois très bien comprise, même s'il avait passé des années à essayer de l'oublier. Il serra légèrement le volant gainé de cuir, les yeux fixés droit devant, mais son esprit dériva inexorablement vers son enfance pauvre, un sujet qu'il abordait rarement, même avec ses plus proches amis. Il se dit que si sa mère était encore en vie, elle lui aurait tapoté le bras et lui aurait dit de s'arrêter, de demander si quelqu'un avait besoin de quelque chose, car elle ne lui avait jamais permis de rester indifférent face aux difficultés des autres. La voiture ralentit en tournant dans une ruelle sombre, à peine plus large que le véhicule. Stéphane se pencha en avant, plissant les yeux pour mieux voir. Les phares puissants balayèrent un tas de ferraille et de détritus amoncelés près d'une vieille clôture rouillée. Soudain, il réalisa que quelque chose bougeait au milieu de ce chaos. Il fronça les sourcils, intrigué et un peu méfiant. Il baissa la vitre électrique, et un courant d'air glacial s'engouffra dans l'habitacle. Il n'entendit que le sifflement lugubre du vent à travers les tôles. Cependant, son instinct, cette petite voix intérieure qu'il avait appris à écouter dans le monde des affaires, l'empêcha de quitter des yeux ce tas d'objets informes. Après quelques secondes d'hésitation, il coupa le moteur, plongeant la ruelle dans une obscurité presque totale, à l'exception du halo des phares. Il ouvrit la portière et sentit le froid mordant s'enrouler autour du col de sa chemise coûteuse. Il s'approcha lentement, posant ses pieds avec précaution pour ne pas faire de bruit. Quand il fut assez près pour voir clairement, il s'arrêta brusquement, le souffle coupé. 2 petites filles étaient blotties sur un vieux matelas usé et déchiré, trempé par l'humidité.
La plus grande tenait la plus jeune dans ses bras, un geste d'une maturité déchirante. Son bras maigre passait sur l'épaule de sa sœur comme si elle craignait qu'en relâchant son étreinte, même pour un instant, tout leur monde ne s'effondre. Leur visage était sale, strié de larmes séchées et de crasses, mais une tendresse infinie émanait de leur étreinte, une lueur de pureté au milieu de la souillure. Stéphane resta là, immobile, pendant un long moment, ne voulant pas les effrayer. Cependant, la plus grande, comme un animal aux aguets, sentit sa présence et ouvrit brusquement les yeux. Elle lui jeta un regard rapide, et immédiatement, une expression défensive, presque féroce, durcie ses traits enfantins. La petite fille, sentant la tension de sa sœur, réagit comme un éclair, pressant son visage contre la poitrine de l'aîné, son petit corps tremblant de tous ses membres, comme si elle avait déjà vécu bien trop de choses terribles qu'un enfant ne devrait jamais avoir à endurer. Stéphane sentit son cœur se serrer douloureusement en voyant cette scène, car ce regard-là, ressemblait trop au sien quand il était petit. Un regard à la fois terrifié et s'efforçant désespérément de paraître fort. Il garda ses distances et dit doucement, d'une voix qu'il espérait rassurante, « Vous êtes en sécurité. » C'était un instinct, un besoin de rassurer. La fille aînée ne répondit pas. Elle le dévisagea juste pendant un long moment, ses yeux scrutant les siens comme si elle essayait de deviner si cet homme étrange, sorti de la nuit dans une voiture luxueuse, était digne de confiance. Stéphane réalisa qu'il devait agir avant que le froid ne les mette sérieusement en danger. Alors, il retourna à sa voiture, prit la veste de rechange qu'il gardait toujours sur le siège arrière et la posa doucement sur les deux filles, comme une couverture protectrice. Lorsque le tissu chaud et épais toucha l'aînée, elle sursauta, mais elle ne le quitta pas des yeux. Son regard, cependant, n'était plus aussi tendu qu'auparavant. Stéphane leur demanda, toujours d'une voix douce, depuis combien de temps elles étaient là. La plus grande pinça les lèvres, secoua la tête et resta silencieuse, comme si la question avait touché une corde trop sensible, comme s'il y avait quelque chose qu'elle n'osait pas dire. La plus petite releva légèrement la tête, puis la blottit à nouveau sur l'épaule de sa sœur. Ce simple geste fit comprendre à Stéphane que ses enfants étaient devenus si méfiantes qu'elle ne faisait plus confiance à personne. Juste à ce moment-là, un couple passa à l'entrée de la ruelle. Ils jetèrent un coup d'œil curieux à Stéphane, puis aux deux filles, mais ce ne fut qu'un regard superficiel, et ils continuèrent leur chemin très rapidement, pressant le pas comme s'ils craignaient d'avoir des ennuis. Stéphane ne leur en voulut pas. Il savait que tout le monde n'avait pas le courage de s'arrêter. Et c'est cette réaction, cette indifférence ordinaire, qui lui fit comprendre que s'il partait maintenant, ses filles pourraient être abandonnées pour toujours dans ce coin sordide. Stéphane se pencha un peu plus bas, tendant la main, paume ouverte, en gardant une distance de sécurité. « Voulez-vous que je vous sorte d'ici » La plus grande regarda la veste qui les couvrait, puis le visage de Stéphane. Son regard était toujours prudent, mais une pointe de doute, une lueur d'espoir, y avait percé. La petite s'agrippa plus fort aux vêtements de sa sœur, mais quand elle vit Stéphane ajuster doucement le bord de la veste sur son épaule, elle ne se cacha plus aussi profondément. Stéphane comprit qu'il devait agir avant que le froid ne les affaiblisse davantage. Il souleva doucement la petite fille. Sentir son corps si léger, presque immatériel, l'inquiéta profondément. Tandis que la petite s'agrippait instinctivement à ses vêtements, Chloé se leva immédiatement, paniquée, comme si elle avait peur d'être séparée de sa sœur. Stéphane lui tendit son autre main pour l'aider à se lever et la guider vers la voiture. Tout se passa si naturellement, si instinctivement, qu'il ne pensa à rien d'autre, se concentrant uniquement sur leur sécurité immédiate. Une fois tous les trois dans la voiture, Stéphane alluma le chauffage au maximum et resta immobile quelques secondes, donnant aux deux filles le temps de se calmer, de s'acclimater à ce nouvel environnement. Chloé gardait les yeux rivés sur sa sœur, Manon, sans jamais quitter Stéphane des yeux, mais la tension dans ses épaules s'était un peu relâchée. La petite Manon s'appuya contre l'épaule de sa sœur, sa respiration devenant plus régulière et profonde à mesure que la chaleur bienfaisante se répandait dans l'habitacle. Stéphane jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit les deux filles blotties l'une contre l'autre, leurs visages tournés vers lui, comme si elles essayaient de comprendre ce qui venait de se passer dans leur jeune vie. Puis, leurs yeux commencèrent à briller d'une faible lueur d'espoir, une petite étincelle fragile devant quelque chose qui semblait trop beau pour être vrai. Stéphane sentit ce changement subtil et comprit qu'en les emmenant avec lui, leur vie prenait une direction complètement différente, même s'il ne savait absolument pas ce qui les attendait. Bien qu'il entre dans une histoire à laquelle il n'était absolument pas préparé, il sentit quelque chose le pousser de l'intérieur, une impulsion puissante,
un écho de la voix de sa mère, qui l'empêcha de tourner le dos. Il démarra le moteur et tourna le volant pour quitter le terrain vague. Alors que la voiture glissait hors de la ruelle, Stéphane vit les deux filles se pencher légèrement avec l'inertie, et le regard de Chloé balaya les environs avec une anxiété palpable. Elle regarda autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un la suivait. Ce sentiment de peur poussa Stéphane à se promettre silencieusement qu'il devait protéger ses enfants très attentivement. Lorsque la voiture s'arrêta devant le haut portail de sa propriété, Stéphane se pencha pour ouvrir la portière et sortit. Il poussa le lourd portail en métal sur le côté pour que la voiture puisse entrer dans la cour gravillonnée. Mais en se retournant, il vit la fille aînée tirer maladroitement sur la poignée de la portière, comme un animal pris au piège essayant de s'échapper de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Chloé sursauta en croisant le regard de Stéphane. Ses yeux étaient grands ouverts, un mélange déchirant de supplication et de peur, comme si la maison imposante devant elle était trop grande, trop lumineuse et trop étrange pour qu'elle puisse y entrer en toute sécurité. Stéphane s'approcha, ouvrant lentement la portière pour que Chloé ne sursaute pas. Il dit « Détends-toi, je veux juste que vous entriez pour vous réchauffer. » Chloé le regarda quelques secondes, puis se tourna pour prendre la main de Manon. La petite se blottit contre l'épaule de sa sœur, tremblant légèrement alors que le vent de la nuit s'engouffrait dans la voiture. Stéphane leur fit signe de le suivre et les conduisit à travers la grande porte d'entrée de la maison où seul le système de chauffage avait fonctionné sans relâche pendant toutes ces années de solitude. Le salon s'illumina d'une lumière chaude et douce qui se répandit dans la pièce, mettant en valeur les deux petites silhouettes recroquevillées l'une contre l'autre sur le seuil. Chloé tenait fermement le poignet de Manon, et Manon s'agrippait à l'ourlet de la chemise de sa sœur. Elles regardaient prudemment autour d'elles, leurs yeux allant d'un objet à l'autre, comme si n'importe quoi pouvait représenter un danger. Stéphane s'avança et alluma la cheminée à gaz près du grand canapé. Pour qu'elle puisse sentir la chaleur des flammes, il se retourna et dit « Je suis Stéphane. Asseyez-vous ici un moment. » Chloé regarda Manon et hocha légèrement la tête. Un moment plus tard, alors que Stéphane s'apprêtait à poser sa veste sur le canapé, Chloé dit doucement, d'une voix à peine audible « Je suis Chloé. » La petite murmura dans la foulée « Je suis Manon. » Stéphane leur offrit un sourire doux, espérant que les filles sachent que leur nom était désormais gravé dans son esprit. « Je vais vous chercher quelque chose à manger, » dit Stéphane. Puis il se dirigea vers la cuisine. Il ouvrit le placard et sortit quelques plats simples qu'il avait préparés à l'avance. En essayant de choisir des plats mous et chauds pour que les filles puissent manger plus facilement, il vit Manon regarder le bol de bœuf bourguignon fumant comme si c'était le plus grand des luxes. Chloé était toujours réservée, la main posée sur le dos de sa sœur pour la rassurer. « Mangez » dit Stéphane en posant les bols sur la petite table basse devant le canapé. Manon fut la première à toucher la cuillère. La vapeur lui monta au visage et elle cligna des yeux plusieurs fois. Puis elle sourit, le premier vrai sourire qu'il voyait depuis qu'il les avait trouvés. Chloé regarda sa sœur, et comme si ce sourire la rassurait, lui disait que les choses n'allaient pas empirer, elle prit sa cuillère et mangea lentement, une bouchée à la fois. Stéphane s'assit à proximité, sur un fauteuil, gardant une distance suffisante pour que les deux filles ne se sentent pas observées. Il remarqua que Chloé le regardait de temps en temps, non pas pour chercher des défauts, mais pour s'assurer qu'il était assez loin pour qu'elles ne se sentent pas sous pression. Quand elles eurent presque fini la moitié de leur bol, Stéphane leur demanda depuis combien de temps elles étaient dehors. Chloé s'arrêta, la cuillère suspendue en l'air. Elle baissa les yeux. Ses doigts se tordirent dans l'ourlet de sa chemise, comme si elle faisait face à quelque chose de difficile à expliquer. Manon leva la tête, les yeux grands ouverts comme si elle cherchait une réponse, puis s'appuya contre sa sœur. Stéphane attendit, sans les presser. Un moment plus tard, Chloé dit doucement « Notre père est mort ». La phrase était courte, factuelle, mais quand elle sortit de ses lèvres, elle portait un poids qui sembla alourdir toute la pièce. Manon pencha la tête plus près de sa sœur. Son petit visage était empreint d'une tristesse qui n'aurait jamais dû appartenir à une enfant. Stéphane sentit son regard s'adoucir. « Que faisait votre père » Chloé répondit, « Il travaillait dans un atelier de menuiserie. Il nous aimait beaucoup, ma sœur et moi. Il fabriquait souvent des jouets pour Manon, et moi, je l'aidais à ranger ses papiers. » Sa voix était monocorde, mais en parlant, son petit doigt tremblait légèrement, et Stéphane réalisa que c'était le signe qu'elle se souvenait d'une époque heureuse qui ne reviendrait pas. « Et votre mère » demanda Stéphane. Chloé secoua la tête.
Maman est morte quand Manon était toute petite. Manon sembla confirmer les paroles de sa sœur par un petit hochement de tête, ne sachant que dire de plus. Stéphane les regarda et il réalisa qu'elles avaient toutes les deux grandi dans une famille sans figure maternelle. Et maintenant, elles n'avaient même plus leur seul parent restant. Stéphane dit, « Il y avait quelqu'un d'autre qui vivait avec vous ?» Chloé se mordit la lèvre, silencieuse pendant quelques secondes, puis dit, « Valérie était là aussi. Elle est venue vivre avec papa il y a quelques années. » Stéphane remarqua la façon dont Chloé prononçait le nom de cette femme, avec difficulté, comme si chaque syllabe révélait un souvenir douloureux qu'elle essayait de cacher. « Comment Valérie vous traitait-elle » demanda Stéphane directement, car il savait qu'il ne pourrait pas les aider s'il ne connaissait pas la vérité. Chloé regarda ses mains et dit, « Au début, elle était gentille, mais après la mort de papa, tout a changé. » Elle ne décrivit pas les détails, mais son regard fuyant suffit à Stéphane pour comprendre que ce changement n'était pas pour le mieux. Manon était assise à côté d'elle, regardant sa sœur puis Stéphane, comme si elle se demandait si elle pouvait croire que leur dire la vérité ne leur causerait pas plus de problèmes. Un moment plus tard, Chloé continua, « Elle a dit qu'elle allait faire venir un homme vivre avec nous. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que Manon et moi soyons sur son chemin. Cette nuit-là, elle nous a dit de dégager. » Sa voix se brisa, non pas par timidité, mais parce que le souvenir était si vif, si brutal, qu'elle ne pouvait pas le décrire de manière fluide. Stéphane prit une profonde inspiration. Il avait déjà vu des enfants être chassés de chez eux quand ils n'avaient plus personne pour les protéger. Et en entendant les filles raconter cette histoire, une partie de sa propre mémoire lui revint. Il se souvint des jours où il devait trouver son propre dîner après la mort de sa mère, et comment les adultes autour de lui avaient changé du tout au tout, simplement parce qu'ils le considéraient comme inutile ou trop petit pour comprendre. Il demanda où elles étaient allées avant qu'il ne les trouve. Chloé regarda Manon et répondit, « Nous avons couru vers un quartier où je me souvenais que mon père faisait de la charité. Je pensais que peut-être quelqu'un de gentil nous aiderait. » La phrase étrangla Stéphane, car il comprenait que cet espoir était si fragile, si enfantin, mais c'était la seule chose à laquelle les deux filles pouvaient s'accrocher. Après avoir mangé, Stéphane les conduisit à la salle de bain, alluma l'eau chaude et leur donna des vêtements propres qu'il trouva dans un placard. Chloé tint la main de Manon tout le long du chemin, comme si en la lâchant, sa sœur pourrait disparaître. Stéphane se tenait à l'extérieur de la porte, à quelques pas, assez près pour que les deux filles sachent qu'elles n'étaient pas seules. Quand elles sortirent, avec les cheveux mouillés et des vêtements propres, elles semblaient encore plus petites et fragiles que lorsqu'il les avait ramassées sur le terrain vague. Chloé regarda autour d'elle, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail de cette nouvelle maison. Tandis que Manon touchait doucement l'ourlet de son pantalon, comme si elle ne croyait toujours pas que les vêtements qu'elle portait ne sentaient plus la terre ou le froid. Stéphane plaça 2 couvertures propres sur le canapé et dit, « Vous dormirez ici cette nuit. » Chloé hocha la tête. Manon grimpa la première sur le canapé, puis se tourna pour prendre la main de sa sœur et la rapprocher. Les deux sœurs se blottirent l'une contre l'autre sous la couverture, et Stéphane put voir une lueur de sécurité qui commençait à se former dans leurs yeux. Une fois que tout fut calme, Stéphane prit son téléphone et se dirigea vers la table de la cuisine. Il appela le docteur Jean-Bernard, lui demandant d'examiner les deux filles cette nuit-là ou tôt le lendemain matin. Après cet appel, il continua en appelant son avocat, maître Nicolas Leroy, l'informant que 2 filles avaient besoin de la protection d'un tuteur. Stéphane raconta tout ce qu'il savait et demanda à Nicolas de préparer les papiers nécessaires au cas où Valérie viendrait les réclamer. Le lendemain matin, la sonnette retentit, réveillant Stéphane. Il se précipita pour ouvrir la porte où le docteur Bernard attendait déjà. Cet homme âgé d'une 50aine d'années était celui en qui Stéphane avait le plus confiance dans les situations délicates, car il gérait toujours tout avec un calme que Stéphane trouvait rarement chez d'autres. Stéphane dit à voix basse, « Les filles, voici le docteur Bernard. Je lui ai demandé de venir voir si vous allez bien. » Chloé resta silencieuse, mais un léger hochement de tête montra qu'elle essayait de s'ouvrir, bien qu'elle maintienne toujours fermement sa main sur l'épaule de sa sœur. Le docteur Bernard ne s'approcha pas immédiatement, mais tira une chaise près de la table basse, gardant une distance suffisante pour que les deux filles ne se sentent pas menacées. Il sourit à Manon, leur faisant signe qu'elle pouvait s'approcher quand elle se sentirait en sécurité. Stéphane s'assit à côté de Chloé pour qu'elle sache qu'il serait là pendant tout l'examen. Cela aida Chloé à se détendre. Elle conduisit Manon plus près du médecin. Son regard cherchait toujours la confirmation dans les yeux de Stéphane. « Laisse-moi voir un peu ta main, » dit le docteur Bernard,
tendant doucement la sienne. Chloé ne dit rien, tendant simplement son poignet. Lorsque le médecin le toucha délicatement, elle retira immédiatement sa main. Stéphane se pencha en avant, voyant clairement les ecchymoses violacées le long de son petit bras. Ce n'étaient pas les marques d'une petite fille qui jouait et tombait, c'était quelque chose d'autre, quelque chose que Stéphane reconnut immédiatement car il avait eu les mêmes marques quand il était enfant. Manon regarda sa sœur et sembla vouloir suivre son exemple. Elle tendit la main, comme pour faire savoir au médecin qu'elle avait aussi quelque chose à montrer. Le docteur Bernard jeta un coup d'œil, puis tira doucement sa main plus près pour l'examiner. Le poignet de Manon avait également des marques pâles, et son genou portait quelques vieilles cicatrices à peine guéries. Manon ne dit rien, mais ses yeux brillaient d'une étrange attente, comme si c'était la première fois que quelqu'un se souciait vraiment de savoir si elle avait mal ou non. Stéphane observa toute la scène et sentit sa poitrine se serrer. Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme pour ne pas stresser davantage les enfants. Le docteur Bernard examina quelques autres points et prit des notes dans son carnet. « Manon, manges-tu assez ?» Chloé répondit, « Oui, nous mangeons. » C'est juste que ce n'est pas toujours assez. Manon sembla confirmer les paroles de sa sœur par le plus petit des gestes. Le docteur Bernard se tourna vers Stéphane. Leur état physique est un peu faible, rien de grave, mais il faut s'en occuper immédiatement. Chloé et Manon regardèrent Stéphane en entendant cela, comme si elles attendaient de voir sa réaction. Stéphane dit, « Restez ici, je m'en occupe. » Un sentiment de soulagement se répandit dans les yeux des deux filles, bien que Chloé garde toujours les épaules tendues, comme si elle se défendait. Le docteur Bernard continua, « Elle a souvent peur de quelque chose, comme les bruits forts, par exemple. » Chloé baissa les yeux. Sa voix était aussi faible que le vent. La nuit, nous n'osions pas dormir à la maison. Il y avait toujours des disputes. Manon tira sur les vêtements de sa sœur, les yeux grands ouverts. Stéphane leur demanda où elles se cachaient quand elles avaient peur. Chloé répondit, « Dans le placard de la cuisine. » Je verrouillai la porte et restai à l'intérieur avec Manon. Stéphane écouta et sentit chaque mot tomber dans la partie de sa mémoire qu'il avait essayé de mettre de côté depuis l'âge de 10 ans, quand il se cachait sous l'escalier pour éviter les nuits tendues après la mort de sa mère. Le docteur Bernard demanda plus de détails sur ce qui s'était passé cette nuit-là, la nuit où elles avaient été chassées. Chloé regarda Manon, puis Stéphane. Son regard semblait le supplier de lui permettre de lui faire un peu plus confiance. Quand Stéphane hocha la tête, elle parla enfin. Valérie a poussé les choses sur la table et a dit que nous étions sur son chemin. Elle a dit que nous devions quitter la maison. J'ai attrapé Manon, mais elle a juste montré la porte, et nous avons dû partir. Stéphane leur demanda si elles avaient emporté quelque chose. Juste l'ours en peluche de Manon. Je l'ai attrapé avant de courir. Manon toucha le coin de la couverture, comme si elle se souvenait de l'objet qu'elle avait dû abandonner. Le docteur Bernard arrêta d'écrire et regarda Stéphane avec une expression sérieuse mêlée d'inquiétude, un regard qui n'avait pas besoin d'explication. Stéphane comprit qu'il lui disait que les filles ne devaient en aucun cas retourner à cet endroit. « Je vais m'occuper de ça, » dit Stéphane au docteur Bernard, se tournant vers Chloé. « Tu iras bien, je te le promets. » Chloé ne répondit pas, mais ses yeux s'illuminèrent légèrement, comme si elle venait de trouver un soutien auquel elle n'avait jamais osé faire confiance auparavant. Après l'examen, le docteur Bernard se leva et donna des instructions à Stéphane. « Je reviendrai demain pour un suivi. Vous devriez contacter votre avocat dès que possible. » Ce n'est pas simple. Après le départ du médecin, Stéphane retourna dans le salon. Chloé se tenait près de la fenêtre, tout son corps tendu. Elle regardait dehors sans ciller. Ses épaules tremblaient légèrement, comme si elle attendait que quelqu'un n'apparaisse et l'emmène loin de cet endroit sûr. Manon dormait sur le canapé, enroulée dans une couverture. Stéphane s'approcha lentement de Chloé et dit, « Personne ne va t'emmener. » Chloé ne répondit pas. Elle fixait l'obscurité à l'extérieur, sur le porche. Ses doigts s'agrippaient au bord du rideau. Stéphane s'approcha et tendit la main pour baisser le rideau. « Je vais le fermer. Tu es en sécurité ici. » Mais à peine avait-il touché le bord du rideau qu'une lumière vive traversa la fenêtre. Les phares d'une voiture clignotèrent, et Chloé recula d'un pas, effrayée. Stéphane jeta un coup d'œil rapide dehors et vit une voiture inconnue arrêtée juste devant la cour. Les phares toujours allumés, comme si la personne à l'intérieur essayait de voir la maison.
Les phares éclairaient directement par la fenêtre, faisant reculer Chloé en titubant. Stéphane se précipita vers la porte d'entrée. Quand il ouvrit la porte, la lumière balayait encore le porche. Stéphane fit quelques pas et reconnut le SUV noir qu'il avait vu quelques jours plus tôt dans le quartier où il avait trouvé les filles. Quand les lumières s'éteignirent, il vit clairement la femme penchée sur le siège du conducteur, essayant de regarder vers sa maison. En un clin d'œil, Stéphane sut que c'était Valérie. Elle le vit s'approcher et tourna immédiatement le volant. Le SUV fit un virage serré puis s'éloigna rapidement. Stéphane resta immobile quelques secondes. Son apparition lui donna l'impression qu'elle avait suivi la piste des filles et ne s'arrêterait pas à une surveillance à distance. Quand Stéphane rentra, Chloé était toujours pressée contre le mur. Elle demanda à voix basse, « C'était Valérie ?» Stéphane s'agenouilla à sa hauteur. « Ne t'inquiète pas, vous êtes dans un endroit sûr, » dit-il. Mais son regard était toujours rempli de la peur qui venait de ressurgir. Le lendemain matin, Stéphane se préparait à emmener les filles à la clinique. Au moment où il enfilait sa veste, il entendit une voiture s'arrêter devant le portail. Stéphane regarda par la caméra et vit une voiture de patrouille de la police. 2 policiers en sortirent, l'un, d'une trentaine d'années, l'air vif, portait un badge au nom de Lucas Marchand, l'autre, une femme plus âgée, imposante et calme, nommée Sandrine Fournier. Stéphane ouvrit le portail. Lucas Marchand lui tendit un papier. « Nous avons reçu une plainte. Une femme nommée Valérie Martin a signalé que vous reteniez 2 mineurs sans autorisation. » Stéphane dit, « Je ne retiens personne. Je les ai trouvées dans un terrain vague et les ai amenées ici parce qu'elles étaient en danger. » Sandrine Fournier observa Stéphane puis regarda vers la maison. D'une voix calme, elle dit, « Nous devons voir les filles et évaluer la situation. » Stéphane sentit son cœur se serrer et appela, « Chloé, Manon, venez ici. » Chloé prit la main de Manon et sortit, se tenant derrière Stéphane comme si elle cherchait l'endroit le plus sûr. Lucas Marchand se pencha pour regarder les filles, mais l'anxiété dans les yeux de Chloé attira l'attention de Sandrine Fournier. Elle leur demanda avec qui elle vivait avant. Chloé pinça les lèvres, ses épaules tendues. « Je ne veux pas la voir. » Sandrine Fournier pencha la tête. « Vous voulez dire Valérie ?» Chloé hocha la tête. Stéphane intervint, « Hier soir, elle est venue chez moi. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé. » Lucas Marchand prit des notes. « Nous ne faisons que suivre la procédure. Si elle est leur tuteur légal, nous avons le devoir de vérifier. » Stéphane répondit immédiatement, « J'ai déjà contacté mon avocat. Il y aura bientôt une ordonnance d'interdiction d'urgence. » Sandrine Fournier hocha la tête, comme pour confirmer qu'il était sur la bonne voie. Avant de partir, Lucas Marchand ajouta, « Quelqu'un a fourni des informations à la presse. Vous pourriez voir des nouvelles négatives aujourd'hui. » Stéphane demanda, « Est-ce que c'est Valérie ?» Sandrine Fournier répondit, « Difficile à dire, mais la façon dont elle a présenté l'affaire nous oblige à être vigilants. Vous devriez vous préparer. » Quand la voiture de patrouille partit, Stéphane ramena les filles à la maison. Chloé remonta la capuche de son sweatshirt comme pour se cacher. Manon demanda à voix basse, « Vont-ils nous emmener ?» Stéphane posa une main sur son épaule. « Personne ne le fera tant que je serai là. » Chloé le fixa un long moment, comme si elle essayait d'y croire. Cet après-midi-là, le téléphone de Stéphane reçut une série de messages de ses collègues. Un lien d'actualité se démarqua avec le titre « Un riche homme d'affaires impliqué dans un enlèvement d'enfants pour des raisons inconnues ». Stéphane lut l'article, reconnaissant le témoignage de Valérie. Léa, son assistante, appela. Bloquer la presse. Ils essaient de recueillir plus d'informations. Stéphane dit, restez silencieux. Ne réagissons pas de manière excessive. Léa soupira. Ils se concentrent sur le fait que vous vivez seul et êtes riche. Mais je crois que la police comprendra tant que vous garderez les filles loin des médias. Stéphane s'assit sur le canapé à côté des filles qui griffonnaient sur du papier. Chloé leva les yeux et demanda, « Est-ce qu'on vous dérange ?» « Non, je ne fais que vous protéger. » Manon sourit. Cette nuit-là, Stéphane ferma soigneusement les portes. Chloé demanda, « On va rester à la maison tout le temps ?» Seulement jusqu'à ce que les choses s'améliorent, répondit Stéphane. Au moment où il s'apprêtait à monter, la sonnette retentit. Stéphane entendit la voix de Lucas Marchand, « Ouvrez la porte. »
Nous avons de nouvelles informations. Stéphane se tourna vers Chloé. Elle était immobile. Il se dirigea vers la porte. D'accord, j'y vais. Stéphane ouvrit la porte. Chloé et Manon se tenaient derrière la rampe de l'escalier. Lucas Marchand entra, le visage plus sérieux. Sandrine Fournier suivit. Son regard se posa sur les filles. Quand Manon recula, elle s'approcha un peu plus, réalisant que ce n'était pas seulement de la peur des étrangers. Stéphane demanda ce qui se passait. Lucas Marchand ouvrit son dossier. Valérie a envoyé une déclaration supplémentaire disant que les filles ont quitté la maison parce qu'elles étaient tristes et que vous essayez de les retenir pour lui faire pression. Stéphane fronça les sourcils. Pensez-vous que ces filles ont l'air d'avoir quitté la maison pour s'amuser? Sandrine Fournier intervint. Nous savons que ce n'est pas simple, mais nous devons examiner tous les aspects. Chloé s'agrippa à la rampe. En entendant le nom de Valérie, elle se détourna. Lucas Marchand le remarqua et demanda doucement « Ça va ?» Chloé ne répondit pas. Elle mit juste sa main devant Manon. Le téléphone de Stéphane vibra. C'était Léa. Il y a un monsieur âgé au bureau. Il dit qu'il a des informations concernant le père des filles. Il demande à vous voir. Son nom est Pierre Bertrand. Il dit qu'il s'est occupé des funérailles de Thomas Dubois. Stéphane se retourna. Bien, il devrait venir chez moi dès que possible. Léa répondit, je vais l'amener tout de suite. Stéphane se tourna vers les policiers. Quelqu'un va venir régler ça. Je pense que vous devriez attendre. Lucas Marchand hocha la tête, et Sandrine Fournier ne s'y opposa pas. Environ 30 minutes plus tard, une petite voiture s'arrêta. Un homme aux cheveux poivre et sel descendit. Stéphane le reconnut. Pierre Bertrand serra la main de Stéphane. Merci de me recevoir. Que puis-je faire pour vous? Demanda Stéphane. Pierre Bertrand ouvrit une enveloppe et en sortit une pile de papier. Voici le testament manuscrit de Thomas. Il vous a laissé la responsabilité de prendre soin de Chloé et Manon si quelque chose lui arrivait. Stéphane était abasourdi. C'est vrai, Thomas m'a parlé de vous il y a des années. Il a dit que vous étiez la seule personne en qui il avait confiance. Un vieux souvenir revint à l'esprit de Stéphane. Thomas l'avait aidé à couvrir le toit de son premier bureau. Sandrine Fournier tendit la main, demandant à voir le testament. Elle le lut. Ce document est tout à fait valide. Valérie ne l'a jamais mentionné, dit Pierre Bertrand. J'allais le livrer juste après les funérailles, mais elle ne m'a pas laissé voir les enfants. En entendant cela, Chloé se recroquevilla. Le téléphone de Stéphane vibra. C'était un message de Léa. J'ai vérifié les comptes de Thomas. Valérie a commencé à vendre des meubles de la maison quelques jours seulement après les funérailles. Il montra le message aux policiers. Ils se regardèrent. Lucas Marchand soupira. Si c'est vrai, l'histoire de Valérie a un gros problème. Sandrine Fournier ajouta, ce n'est plus simplement une question d'instabilité, c'est un signe de dissimulation de biens et d'évasion de la tutelle. Stéphane s'assit à côté des filles. Chloé, te souviens-tu de quelque chose juste après la mort de ton père? Chloé dit doucement, elle a vendu le fauteuil de papa. Son bureau. Elle a dit que nous n'avions plus besoin de garder ces choses. Stéphane posa sa main près d'elle. Tu as bien fait, dit-il. Ce soir, je vais tout remettre à l'avocat Nicolas Leroy. Sandrine Fournier hocha la tête. C'est la meilleure chose à faire. Le téléphone de Sandrine Fournier sonna. Elle s'écarta pour répondre. Quand elle revint, elle dit, Valérie vient de contacter le poste de police, fournissant de nouvelles preuves et demandant une évaluation indépendante des filles par les services de protection de l'enfance. En entendant cela, Chloé laissa tomber son crayon. Manon courut la serrer dans ses bras. Stéphane se plaça entre les filles et les adultes. Lucas Marchand dit, nous devons suivre la procédure. Les agents de la protection de l'enfance sont en route. Stéphane répondit, je veux que mon avocat soit présent. Vous en avez le droit, dit Sandrine Fournier. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Une femme en manteau bleu entra. Je suis maître Sandrine Moreau de l'agence de protection de l'enfance. Nous devons emmener les filles au centre pour une évaluation. Chloé recula dans un coin.
Stéphane se plaça entre elles. Sandrine Moreau regarda les filles. Nous allons juste faire un examen de santé. Chloé regarda Stéphane. Vous venez avec nous? Stéphane se pencha. Je viendrai avec vous. Mais Sandrine Moreau leva une main. Avant de partir, j'ai besoin de vous parler en privé. Sandrine Moreau fit un pas de plus. Je dois être clair. Selon la procédure, les filles doivent être emmenées dans un centre temporaire. Chloé tira Manon dans ses bras. Manon leva les mains, les yeux pleins de larmes. Stéphane s'approcha. Si c'est la procédure, je veux savoir pourquoi. Les filles viennent de subir un traumatisme. Sandrine Moreau resta professionnelle. Nous devons nous assurer qu'elles sont au bon endroit. Chloé dit, nous ne voulons pas y aller. Je ne veux plus la revoir. Sandrine Moreau la regarda. Cela ne signifie pas que vous retournerez avec quelqu'un. Manon se mit à pleurer. Stéphane viendra avec nous. Stéphane posa une main sur son épaule. Je suis là, je ne vous abandonnerai pas. Il sortit son téléphone et appela Nicolas. Nicolas, ils veulent emmener les filles. Nicolas répondit, calme-toi. Passe-moi l'officier. Stéphane tendit le téléphone à Sandrine Moreau. Elle prit le téléphone et écouta. Quelques minutes plus tard, elle rendit le téléphone. Je dois examiner d'autres documents. Je peux retarder de quelques heures. Chloé expira. Mais avant que l'atmosphère ne se calme, le bruit d'une voiture fit reculer Chloé. Stéphane se tourna vers la fenêtre et vit une silhouette familière. Valérie portait un manteau sombre. Son visage était tendu. Un homme l'accompagnait. Chloé se cacha derrière Stéphane. Valérie entra sans attendre d'être invitée. Je viens chercher mes filles. Je suis le seul tuteur restant. Stéphane la bloqua. Vous n'avez aucun document légal pour le prouver. Valérie agita la main. J'ai vécu avec Thomas pendant des années. Sandrine Fournier s'avança. Nous avons trouvé le testament de Thomas. Il a désigné M. Stéphane Mercier. Valérie se tourna vers elle, les yeux plissés. Ce testament est invalide. Lucas Marchand intervint. Avez-vous une preuve que Thomas vous a cédé la tutelle? Valérie répondit, il me l'a dit. Sandrine Moreau regarda Valérie puis Chloé qui tremblait. Je dois évaluer l'état mental des filles, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les emmener. Valérie foudroya Stéphane du regard. Vous vous mêlez de mes affaires de famille? Stéphane répondit, j'ai ramené les deux filles d'un terrain vague. Je les protège. Chloé dit doucement, je ne veux pas être avec elles. J'ai peur. Valérie se retourna. Chloé, tu ne devrais pas dire ces choses. Sandrine Fournier leva une main. Calmez-vous. Les filles ont le droit de parler. Stéphane tendit le dossier du docteur Bernard à Sandrine Moreau. Le médecin a examiné les filles. Il y a des signes qu'elles ont été négligées. Sandrine Moreau ouvrit le dossier. Elle prit une profonde inspiration. J'ai besoin de vous parler en privé, Valérie. Valérie la suivit à contre-cœur. L'homme qui l'accompagnait resta dans le salon. Lucas Marchand s'approcha de lui. Quel est votre lien avec cette affaire? Je suis de la famille, répondit-il brièvement. Sandrine Fournier se pencha. Marc Dupont. Elle le nota. Stéphane dit doucement à Chloé, reste à mes côtés. Chloé hocha la tête. Quelques minutes plus tard, Sandrine Moreau et Valérie sortirent. Le visage de Valérie était plus tendu. À ce moment, Nicolas Leroy apparut. J'ai préparé l'ordonnance d'urgence. Je veux parler à l'officier. Sandrine Moreau prit les documents. Nous avons besoin d'une conclusion préliminaire. Je demande à tout le monde de venir au bureau. Valérie sursauta. Il n'y a rien à conclure. Nicolas répondit, vous ne pouvez emmener personne sans une décision. Valérie foudroya Stéphane du regard. Vous pensez que vous avez gagné? Stéphane ne répondit pas. Le téléphone de Sandrine Moreau sonna. Elle regarda l'écran, son expression changea. Il y a un nouveau témoin. Le siège demande d'arrêter toutes les évaluations.
Stéphane sentit que quelque chose prenait une tournure inattendue. Sandrine Fournier ouvrit la porte. Une femme d'âge mûr entra. « Je suis Madame Marie Dubois », se présenta la vieille voisine de Thomas. Valérie se retourna. « Que faites-vous ici » Madame Marie Dubois resta calme. « Je suis ici parce que j'ai quelque chose à dire sur les filles. » Chloé se cacha à moitié derrière Stéphane. Sandrine Moreau invita Madame Marie Dubois à s'asseoir. Elle ouvrit un petit carnet. « Pendant des mois, j'ai entendu Valérie crier sur les filles. » Valérie sursauta. « Vous mentez. Je ne dis rien que je n'ai pas vu. J'ai tout noté. » Sandrine Fournier s'approcha. « Pouvez-vous être plus précise » Madame Marie Dubois tourna une page. Le 12, j'ai entendu un grand fracas, puis Chloé pleurait. Le 19, j'ai entendu Valérie dire « je n'en peux plus ». Le 24, il y a eu une dispute qui a duré jusqu'à minuit. Chloé baissa la tête, ses épaules tremblant. Le regard de Marc, l'homme qui accompagnait Valérie, commença à vaciller. Sandrine Fournier s'approcha de lui. « Avez-vous quelque chose à dire » Marc devint nerveux. « Je ne sais pas grand-chose. » Nicolas Leroy se tenait un peu plus loin. « Si vous savez quelque chose et ne le dites pas, c'est une autre histoire. » Marc prit une profonde inspiration. « Valérie m'a dit que si elle avait l'argent de l'assurance, les choses seraient plus faciles. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas élever les deux filles, qu'elles n'étaient que des nuisances. » Valérie se retourna. « Tais-toi. » Marc recula. « Je ne fais que dire ce que j'ai entendu. » Chloé frissonna. Sandrine Moreau nota tout. « J'ai un rapport concernant la maison de Thomas, mise en vente quelques jours après les funérailles. » Stéphane ajouta les documents de Léa. Une grosse somme d'argent avait été retirée du compte de Thomas le jour de sa mort. Valérie était la seule à y avoir accès. Nicolas Leroy regarda Sandrine Moreau. Une personne en deuil ne peut pas faire toutes ces choses en quelques jours si elle n'a pas de plan. Sandrine Moreau regarda Valérie. « Avez-vous quelque chose à dire » Valérie essaya de rester calme. « Tout ce que vous dites n'a pas de preuves claires. » Madame Marie Dubois répondit, « Vous ne pouvez pas dire que mes paroles sont sans fondement. Je sais à quel point Thomas aimait ses filles. » Sandrine Moreau demanda, « Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez empêché Pierre Bertrand de donner le testament » Valérie dit, « Je pensais que les filles n'avaient pas besoin de tout savoir si tôt. » Sandrine Fournier intervint. « Ou parce que vous ne vouliez pas que quelqu'un d'autre sache que le testament mentionnait Stéphane Mercier. » Valérie devint nerveuse. Pierre Bertrand s'avança. « Je me souviens de ce jeune homme, dit-il en montrant Marc. Le jour des funérailles, il traînait comme s'il attendait un signal. C'est pourquoi j'ai gardé le testament. » Marc baissa la tête. Sandrine Moreau reçut un nouveau dossier de Lucas Marchand. Voici le rapport d'enquête sur les biens de Thomas. Il y a de nombreux transferts inhabituels. La personne listée comme bénéficiaire n'est pas un membre de la famille mais un compte dépendant de Valérie. Sandrine Fournier se tourna vers Valérie. « Pouvez-vous expliquer ces transferts » Valérie sursauta. « J'ai pris soin de Thomas. J'ai le droit de savoir où va l'héritage. » Stéphane répondit, « Vous n'avez pas le droit de vous l'approprier. » Chloé regarda Stéphane, puis Valérie. « Mon père n'aurait jamais permis cela. » Valérie était stupéfaite. Sandrine Moreau se leva. « Nous nous arrêtons ici. Je dois prendre une décision préliminaire. » La salle de réunion temporaire fut rapidement préparée. Chloé et Manon étaient assises près de Stéphane. La juge Catherine Girard, une représentante du tribunal, s'assit. « Je veux entendre chaque partie présenter la vérité. » Stéphane raconta comment il avait trouvé les filles. « Je ne les connaissais pas avant. Mais quand je les ai ramenées, j'ai vu qu'elles tremblaient chaque fois que Valérie était mentionnée. » La juge nota quelques lignes. « J'ai reçu le testament de Pierre Bertrand. Thomas m'a désigné pour m'occuper de ses filles. » Pierre Bertrand confirma. La juge demanda à Chloé, « Avez-vous quelque chose à ajouter » Chloé se leva. « Manon et moi n'avions nulle part où aller. Elle nous a poussés hors de la maison. » Manon attrapa les vêtements de Stéphane. Valérie intervint. « Les filles sont en état de choc.
La juge demanda, niez-vous avoir vendu les affaires de Thomas? Valérie évita son regard. J'avais besoin d'argent. Nicolas Leroy dit, vous avez retiré une grosse somme d'argent le jour même de la mort de Thomas. La juge se tourna vers Stéphane. Continuez, s'il vous plaît. Hier soir, Valérie est venue chez moi. Quand la police est arrivée, elle avait déposé une plainte. La juge posa son stylo. Je veux entendre Valérie. Valérie ajusta sa veste. Je viens de perdre mon mari. Je suis désorienté. C'est un étranger qui profite de la situation. Stéphane répondit, si je voulais profiter, je n'aurais pas appelé la police ou un médecin. Chloé dit, mon père ne nous aurait jamais laissés dans un terrain vague. Valérie cria, Chloé, tais-toi. Sandrine Fournier fit un pas en avant. Vous ne pouvez pas faire taire un mineur. La juge fixa Valérie. Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas livré le testament. Valérie répondit, je ne pensais pas que c'était important. Nicolas Leroy dit, pas important ou pas pratique pour vous. Le regard de Marc ne cachait pas son inconfort. La juge le remarqua. Quel est votre rôle dans tout ça? Je soutiens juste Valérie. Marc baissa les yeux. Je l'ai entendu dire plusieurs fois que les filles étaient une nuisance. Valérie se retourna. Tais-toi, Marc. Je ne fais que dire ce que j'ai entendu. Madame Marie Dubois prit la parole. J'entendais des disputes presque toutes les nuits. Je ne pense pas que les filles seraient en sécurité avec elle. La juge se tourna vers Sandrine Moreau. Quel est l'état des filles? Elles présentent de nombreux signes de négligence. Psychologiquement, elles ont peur de leur principal soignant. Valérie se mit en colère. Je ne les ai jamais négligées. Sandrine Fournier dit, sortir les filles de la maison au milieu de la nuit, c'est de la négligence. Valérie réagit si violemment qu'elle faillit sauter de sa chaise. La juge arrêta toutes les notes. Marc avoua que Valérie lui avait dit que si l'affaire de l'assurance était réglée, les choses seraient plus faciles. Valérie se tourna vers lui. Tu me trahis. La juge ferma le dossier. Nous nous arrêtons ici. Je dois consulter la police et l'agence de protection de l'enfance. Puis elle se tourna vers Valérie. Vous pouvez y aller. Valérie se dirigea rapidement vers la porte. La juge Girard retourna dans la salle, les deux policiers la suivant. J'ai examiné toutes les informations. Le jugement provisoire est le suivant, la garde provisoire des deux filles sera confiée à M. Stéphane Mercier. Les preuves montrent que Madame Valérie Martin ne remplit pas les conditions pour une tutelle sûre. Valérie faillit sauter de sa chaise. C'est impossible. Marc dit lentement, elle m'a demandé de nettoyer les affaires de Thomas juste après les funérailles. Elle voulait vider la maison le plus vite possible. Sandrine Moreau sortit une pile de papier. Voici un rapport montrant que Valérie a tenté de falsifier des documents d'assurance. Nous avons confirmé des transferts d'argent inhabituels. La juge regarda les documents. Le tribunal ordonne l'arrestation de Madame Valérie Martin. Deux policiers s'approchèrent. Valérie recula. Tout le monde est contre moi. Sandrine Fournier dit, personne n'est contre vous. Nous suivons les preuves. Valérie regarda Stéphane. C'est vous qui avez fait tout ça? Si je n'avais pas trouvé les filles, les choses auraient été pires. Chloé ne tremblait plus en regardant Valérie. Manon murmura, on va rester, n'est-ce pas, Chloé? Chloé se pencha. On dirait bien. Deux policiers s'approchèrent de Valérie. Elle fut emmenée. Le lendemain matin, une courte audience eut lieu. Stéphane était assis à côté de Nicolas Leroy. Madame Marie Dubois, Pierre Bertrand et Marc attendaient leur tour. Marc témoigna qu'elle avait dit vouloir déménager dans un autre état si elle recevait l'argent. Madame Marie Dubois parla des cris. Pierre Bertrand expliqua comment on l'avait empêché de livrer le testament. La juge Girard présenta les résultats de l'évaluation, les filles avaient une réaction de peur envers Valérie, mais positive envers Stéphane. Valérie resta presque silencieuse. Après plus d'une heure, la juge retourna. Le tribunal déclare Madame Valérie Martin coupable. Le transfert de la tutelle sera examiné, mais pour l'instant, les deux filles resteront avec M. Stéphane Mercier. Chloé se tourna vers Stéphane.
Vous allez continuer à vous occuper de nous? Stéphane hocha la tête. Oui, je suis là. Manon se blottit dans son bras. Un fonctionnaire du tribunal s'approcha de Stéphane. M. Mercier, nous devons discuter d'un détail trouvé dans les dossiers financiers de Thomas. Stéphane était avec Chloé et Manon dans le bureau du tribunal. Manon lui serra la main pendant toute la cérémonie d'adoption. À la fin, Nicolas dit « Félicitations, Stéphane. À partir d'aujourd'hui, les filles font officiellement partie de votre famille. » Chloé dit « Alors, on n'a plus besoin de partir ?» Stéphane hocha la tête. Plus personne ne pourra nous séparer. De retour à la maison, Stéphane conduisit les filles dans leur chambre rénovée. Chloé porta la main à sa bouche en voyant la bibliothèque. Manon courut vers le coin où des pots de fleurs attendaient. « Vous avez fait tout ça pour nous ?» demanda Manon. Stéphane répondit « C'est notre premier cadeau de famille. » Les jours suivants furent paisibles. Il apprit à cuisiner les macaronis au fromage que Manon aimait tant. Une fois, il a brûlé une poêle d'œufs brouillés, ce qui a fait rire Chloé. Le week-end, Léa venait souvent en visite. La nuit, Chloé lisait une histoire à sa sœur. Stéphane se tenait souvent devant la porte, observant ses deux filles. Une année s'était écoulée. Noël arriva. Stéphane sortit la vieille boîte de décoration. Les trois accrochèrent des lumières. Stéphane souleva Manon pour qu'elle puisse placer l'étoile en haut. De temps en temps, Chloé regardait Stéphane comme si elle voulait dire quelque chose. Une fois le sapin décoré, les trois s'écartèrent. Manon prit la main de Stéphane et la relia à celle de Chloé. Stéphane se pencha. « À quoi penses-tu, Chloé ?» Elle resta silencieuse, puis dit « Je voulais juste être sûr que ça ne vous dérangeait pas si je vous appelais papa. » Stéphane s'arrêta. Il s'agenouilla à leur hauteur. « Si vous êtes à l'aise de m'appeler comme ça, je serai très heureux. » Chloé regarda Manon, puis Stéphane. Papa voulait l'appeler comme ça, mais papa avait peur qu'elle lui manque. Stéphane posa une main sur l'épaule de Chloé. Papa pense à elle tous les jours, mais ça ne veut pas dire que je vous aime moins. Stéphane s'arrêta, car Chloé l'avait serré fort dans ses bras, et Manon passa ses petits bras derrière son dos, les maintenant tous les trois ensemble. Stéphane les serra dans ses bras sans dire un mot de plus, car à ce moment-là, les mots n'étaient pas aussi importants que la chaleur qu'ils se donnaient. M.